Bonjour Christine Calonne, Bonjour Karima. et je vais commencer par te remercier d'avoir accepté ma proposition de faire cette interview sur une thématique qui m'intéresse beaucoup et sur laquelle tu es spécialiste. Et donc, c'est la thématique des pervers narcissiques, donc de la perversion narcissique. Et donc voilà, j'avais envie de te poser plein de questions là-dessus. Et comme je me suis dit que ça pouvait intéresser d'autres gens que moi, tes réponses, euh, alors j'ai eu envie de l'enregistrer, ce questionnement, cette interview, et donc comme ça d'autres que moi peuvent en profiter, même si toi, tu as déjà ta chaîne YouTube sur laquelle tu partages énormément, puis tu as écrit pas mal de bouquins aussi sur la question. Donc, je veux dire, cette notion-là, toi, tu la partages déjà, mais moi, dans mes réseaux, dans mon public à moi, ben, peut-être qu'il y a des personnes autres que moi qui sont également intéressées par la question. Très bien. Donc, je te remercie. Je te remercie vraiment de nous faire profiter de tout ça. J'ai envie de commencer par te demander simplement ben, de ton parcours et dans ce parcours, ben, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la perversion narcissique? Ah, mon parcours, eh bien, j'ai fait l'UNIF, la psychoclinique à Liège. Et donc, je me suis après formée en psychothérapie, à la fois donc, la formation universitaire à Louvain-la-Neuve, en comportementale, l'orientation comportementale. Puis, j'ai fait une formation en psychanalyse. Et puis, voilà, c'était à ce moment-là que je me suis interrogée sur l'importance du corps et donc d'intégrer des outils vraiment d'approche corporelle dans la psychothérapie. Et donc, je me suis formée en sophrologie, en hypnose ericksonienne, puis j'en suis venue à l'EMDR. Et donc là, je vais commencer une formation avec Peter Levine en somatic experiencing. Et donc, tout ça, c'est dans la logique de l'aide aux victimes, parce que finalement, aider des victimes, ça passe par le travail sur le corps, hein, c'est mon expérience, puisque le trauma est dans le corps et c'est pas parce qu'on comprend le trauma qu'on en est sorti. Donc, je me suis vraiment de plus en plus intéressée au corps et comment le trauma se manifeste dans le corps pour aider les victimes. Et donc, les victimes, et évidemment, dans mon cas ici, c'est vraiment l'aide aux victimes de manipulateurs, de pervers narcissiques. Et ça, c'est tout mon parcours. Ok, merci. Et donc, avec cet intérêt pour le corps, quand tu dis que le trauma se manifeste dans le corps, est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Donc, en fait, si on prend le cas bien sûr, des victimes de pervers narcissiques, en fait, la victime entre dans une relation d'emprise par des mécanismes de séduction manipulatoire. Et finalement, sous emprise, elle découvre la violence sous-jacente qui était cachée au départ et puis qui se manifeste dans des rapports de domination et de destruction. Et là, elle est sous emprise, donc elle est fige, son corps se fige parce que le manipulateur pervers narcissique a pris soin de l'isoler, finalement de monter la victime contre son entourage, ou à l'inverse, de monter l'entourage contre la victime. Enfin, toute une série de choses qu'il a mis en place pour l'affaiblir et pouvoir la détruire. Et à ce moment-là, le corps se fige face à la violence psychologique, hein, qui est essentiellement psychologique et verbale avec les pervers narcissiques. Et donc, bien sûr, il y a aussi les violences économiques, etc. par la suite, hein, mais euh, donc, c'est un mécanisme de protection, le figement, quand on ne sait ni fuir ni combattre. Et la dissociation accompagne le figement, la personne ne connecte plus ses sensations, elle est anesthésiée au niveau sensoriel et émotionnel. Et ben, le travail à faire, c'est de la sortir de cet état de figement du corps pour qu'elle retrouve sa capacité à prendre soin d'elle, à avoir du discernement, à ressentir ce qu'elle ressent. Donc, pour ça, il faut une approche psychocorporelle.
Ok, d'accord. Oui, parce que donc avec l'idée qu'il suffit pas de comprendre qu'en fait le corps est figé et pourquoi il a été figé, mais qu'en fait cette compréhension ne suffit pas, qu'il faut à un moment vraiment défiger le corps, si je peux Ben m'exprimer oui, ainsi. c'est ça. C'est vraiment ça en fait. Oui, ben Mhm. oui. Et donc c'est aussi à ça que comment dire que participe l'hypnose chez toi, le MDR. Et aujourd'hui, encore une autre thérapie psychocorporelle? Oui, donc c'est Peter Levine qui est un spécialiste de trauma et qui accompagne les victimes en général, hein. Et donc, il a bien observé comment se traduit le trauma dans le corps par cet état de figement, d'impuissance apprise, et comment aider le corps à sortir de cet état pour finalement remettre en route ce qui a été bloqué, la fuite ou le combat. Ok, d'accord. C'est intéressant. Et donc, ça passe par quel type en fait de pratique psychocorporelle? C'est du toucher, du thérapeute ou comment Ben, ça se déroule? Tu sais déjà d'abord, ou? oui, il faut d'abord que la personne puisse se sécuriser avant de pouvoir revenir vers le trauma. Il y a toute une phase de sécurisation. Donc, et en EMDR aussi, hein, donc on néglige souvent en EMDR l'importance de la sécurisation par les ressources. Et c'est la même chose dans l'approche de Peter Levine. Il y a vraiment toute une phase de sécurisation du système nerveux. Donc, puisque ce qui Mhm. l'intéresse, c'est d'apaiser le système nerveux, qu'il ait cette capacité à se sécuriser pour pouvoir alors entrer dans le trauma avec des ressources. Et il appelle ça la pendulation. Donc, j'entre dans le trauma, puis je ressens ce qui se passe, je vais chercher une ressource et je reviens avec la ressource, cette ressource qui crée des sensations liées au sentiment de sécurité et qui peut transformer le trauma, donc aider le corps à se définir pour fuir ou combattre. D'accord. Mais donc, ça voudrait dire, est-ce que l'idée, c'est qu'on peut travailler avec des victimes qui sont encore dans la situation d'emprise, ou bien est-ce qu'il est nécessaire d'avoir quitté celle-ci pour pouvoir commencer à travailler sur les traumas? Ouais, ça, c'est une question très importante, c'est que tant que la victime est sous emprise, il n'est pas question de travailler le trauma puisqu'elle est dans le trauma. Donc, ce qu'on peut faire, c'est l'aider d'abord à comprendre ce qui se passe, quels sont les mécanismes de l'emprise, et aussi acquérir des ressources. Ça, il y a aucun souci avec ça, mais comme elle est toujours sous emprise, il n'est pas possible de travailler le trauma. C'est après coup, dans la reconstruction, qu'on travaille le trauma. C'est ça. Et donc, euh, il arrive dans mon public et dans le public d'autres thérapeutes que j'accompagne d'avoir par exemple des personnes qui viennent avec comment dire, une souffrance très importante et qui nous décrivent une situation qui est clairement une situation toxique. Bon, sur laquelle mettre le terme, nous, de perversion narcissique chez l'autre, tu me diras ce que tu en penses, mais la question pour le moment n'est pas là, c'est alors que ces personnes nous indiquent que c'est trop compliqué pour elles d'envisager une séparation pour des raisons de dépendance affective ou de dépendance matérielle, euh, on est parfois face à cette limite. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et de notre position plus, comment dire, d'accompagnant plutôt psy ou thérapeute, de ne pas être dans une forme de conseil, mais d'accompagnement, de révélation de la vérité de l'autre et pas de la nôtre. C'est parfois très compliqué de se positionner dans ces accompagnements-là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, en fait, ce qui est important, c'est de suivre l'évolution de la prise de conscience de la victime et de ne pas être interventionniste. Et d'ailleurs, je le dis souvent à l'entourage, c'est être interventionniste, c'est finalement reprendre une position de domination qui est celle de l'agresseur. Et donc, à ce moment-là, la victime, son syndrome de Stockholm, c'est-à-dire cette tendance à idéaliser l'agresseur et à même le protéger, l'excuser, adopter certains de ses comportements, ça va s'aggraver. Plus on est interventionniste, plus le syndrome de Stockholm s'aggrave. Donc, Ah c'est oui, vraiment important de ne pas être interventionniste.
Et donc concrètement, ne pas être interventionniste veut dire quoi? Ça voudrait dire simplement ne pas dire Madame ou Monsieur, allez voir tout de suite la police, c'est très grave. Ou bien ce serait aller jusqu'à ne même pas affirmer qu'il s'agit d'une situation de violence. C'est ça, parce que dire c'est inaudible si la victime est sous emprise, c'est inaudible pour elle. Donc, c'est vraiment de faire le questionnement socratique, hein. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que, pourquoi, comment? S'interroger, poser des questions. C'est vraiment cette position-là qui n'est pas interventionniste, l'écoute active, qui va aider la victime à élaborer ses propres réflexions, ses propres solutions. D'accord. Parce que dans d'autres modèles, j'ai déjà pu entendre et l'appliquer moi-même, qu'à un moment, c'est important de ramener le tiers, c'est-à-dire la loi. Ceci est un délit. Ah, Par exemple, d'être, de vous frapper, par exemple, de vous faire frapper de la part de la personne qui fait ça, oui, ça s'appelle, aux yeux de la loi, un délit. d'accord, c'est vraiment intéressant sur le plan intellectuel, mais ça a un effet contre-productif si la victime est sous emprise. J'en ai, D'accord. j'en ai subi au départ de ma carrière, je faisais ça, hein. Donc, Ouais. et puis je m'étonnais, la séance suivante, la victime ne venait plus. Donc, Ah oui, ah oui, parce qu'elle protège l'agresseur. ok. Dans ma pratique, moi, j'ai des exemples inverses où des personnes ont pu me dire, alors évidemment pas toutes, hein, parce que j'ai aussi beaucoup d'exemples de personnes qui ont arrêté le suivi, pour cette Mhm. raison-là ou une autre, d'ailleurs, je ne sais pas. Euh, et d'autres qui m'ont dit, ça m'a énormément soulagée quand vous avez pu mettre des mots, non pas sur la qualification de l'autre en tant que pervers narcissique, mais sur ce que vous me dites est du côté de la violence et du délit. Ben, en fait, je pense que ça dépend du niveau de conscience de la personne. Donc, en fait, si elle n'a aucune conscience de ce qui se passe, elle ne viendra plus. Si maintenant elle a une conscience suffisante que pour entendre ce que tu dis, ben, c'est génial. Alors, elle va vraiment se nourrir de ça. Mais donc, en fait, il ne faut pas D'accord. faire de généralité. Il faut vraiment Oui, voir, oui. tiens, où est-ce qu'elle en est dans son niveau de prise de conscience. D'accord. Merci. Alors, on va revenir vraiment à justement comprendre un peu mieux cette notion de perversion narcissique. On entend dire un peu tout et son contraire dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, voilà, je voudrais savoir un petit peu comment toi tu définis la perversion narcissique et ce qu'est le pervers narcissique. Mhm. Eh bien, la perversion narcissique, donc il y a deux mots, hein, dans perversion narcissique, il y a pervers et il y a narcissique. Donc, la perversion narcissique, c'est l'extrême sur un continuum de la perversion, du narcissisme pathologique. À l'extrême, on arrive à la perversion narcissique. Donc, on a le narcissisme pathologique grandiose et vulnérable, simple, on va dire, sans perversion. Ça, c'est sur le milieu du continuum. Et à l'extrême, on a la perversion narcissique. Et D'ac- ça, la perversion narcissique, donc c'est le mot pervers qui est important. Donc, c'est des mécanismes de défense de type pervers. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le DSM-5 la sociopathie. Et donc, c'est plus que le narcissisme. Il y a en plus D'accord, une dimension sociopathique. Donc, c'est quoi la sociopathie? Ben, c'est lié tout droit à l'autre, tout droit à ressentir, à penser, à s'affirmer, à prendre sa place. Enfin, la victime n'a aucun droit. Le sociopathe ne reconnaît aucun droit à l'autre et il peut vraiment faire du mal, blesser à l'autre sans aucun remords, sans aucune culpabilité et même en jouir. Donc, ça, c'est vraiment la dimension perverse sociopathique, hein. Donc, qui peut faire il y a une transgression de la loi, comme tu disais, et vraiment arriver à des délits, surtout les escrocs, hein. Marie-France Irigoyen a consacré tout un livre à ça, Abus de faiblesse, où elle parle justement des pervers narcissiques escrocs, qui abusent de d'accord. faiblesse de certaines victimes, notamment en situation, par exemple, de vieillesse ou de handicap ou d'autres choses, hein.
Ok. Donc en fait, c'est une entité que toi, tu définis dans le cadre du modèle psychodynamique, on est d'accord. Alors c'est ça, ça fait partie des astructurations limites. Et dans ces astructurations limites, il y en a qui sont pires que d'autres, on va dire. Il y a les simples limites, il y a peut-être les plus narcissiques que les limites, les caractériels, et puis les pervers qui sont vraiment dans dans cette extrême de la personnalité narcissique, c'est ça? Oui, c'est ça, mais comme c'est à l'extrême, on est au bord de la psychose. Donc le pervers narcissique, contrairement au pervers, le pervers narcissique se défend contre des angoisses psychotiques. Et d'ailleurs, il y a des Mhm. moments où ça affleure, il y a un discours qui est un peu délirant par moments. Donc parce que c'est une défense contre la psychose, et j'insiste, c'est une défense, il n'est pas psychotique. Parce que Mhm. certains disent, oui, c'est un psychotique qui s'ignore, mais non, c'est pas une psychose blanche parce que enfin le gars ou la femme, hein, c'est aussi bien propre aux hommes qu'aux femmes, en fait, c'est bien les pieds sur terre. C'est des gens qui sont vraiment bien ancrés dans la réalité, ils savent, ils connaissent la loi très bien, ils la manient à leur avantage, ils sont dans l'incarnation, hein, c'est pas des gens qui délirent. À plat tube, quoi. Et donc, du coup, ils peuvent même arriver à des postes de pouvoir très importants et ils vont pouvoir détruire à l'aise parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Donc, c'est donc faux de considérer, enfin, Marie-France Irigoyen, on a aussi Alberto Heger, qui est professeur de psychologie à Paris et qui a écrit Les pervers narcissiques. Il le dit, c'est une défense contre la psychose, ce n'est pas une psychose. Mais Racamier le disait déjà, non? Racamier aussi, oui. Ok. Oui. Oui, oui. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce modèle-là aussi qui prévaut, par exemple, par rapport aux expertises juridiques sur la responsabilité ou l'irresponsabilité des actes, c'est-à-dire cette capacité de contact avec la réalité ou pas. Et effectivement, euh, toute toute cette lignée-là est tout à fait en contact avec la réalité, même si ils peuvent jouer à faire les fous et alors en jouer ou avoir effectivement des mécanismes de défense je ne sais pas si là tu partages avec moi, ça c'est plus une observation clinique. Quand il y a des mécanismes de défense psychotiques, ils sont peut-être du côté de la paranoïa. C'est ça, hein. Donc, c'est une défense contre la paranoïa. Donc, en fait, le pervers narcissique, inconsciemment, c'est pas vraiment si conscient que ça. Il a peur parce qu'il a peur, c'est la peur de l'ennemi. L'autre est un ennemi. L'autre veut le Ouais. détruire. Ça, c'est la paranoïa. Et donc, comme il a peur de l'ennemi, de l'autre qu'il voit comme un ennemi, il anticipe l'agression en agressant. Ok. Ouais, ouais, c'est ça hein, que. Alors, euh, j'avais envie de reprendre quelque chose que tu exprimes dans cette construction, ce type de personnalité, c'est cette énorme faille narcissique. Oui, Et à me demander aussi si le danger n'est pas justement cette faille narcissique, la victime, qui vient quelque part parfois peut-être vouloir réparer cette fragilité qu'elle perçoit. Qu'est-ce que tu penses de cette relation-là? Oui, de cette relation basée sur je vais prendre soin de ta fragilité oui. et je vais te réparer. Ben, en fait, c'est un type de victime, mais il y a 36 profils de victimes. D'accord? Vous avez les victimes qui sont plus dans la position de sauveur, comme tu dis, qui veulent réparer l'autre. Mais il y a des victimes qui sont plus vraiment dans le figement, l'impuissance apprise depuis l'enfance, et c'est la majorité, quand même, qui sont dans des traumas complexes depuis la petite enfance, et qui donc cherchent quelqu'un qui va les protéger, qui va les réparer. Et le pervers Ah oui. narcissique joue très bien ce rôle de sauveur et faire croire à quelque chose qui n'existe pas, ce parent protecteur, bienveillant, qui va répondre aux émotions, aux besoins de l'enfant. Voilà. Ça, c'est aussi un profil de victime très fréquent. Et donc, avec ce qui va avec, c'est la culpabilité, la honte, l'impuissance. Les victimes sont souvent déjà dans le figement avant de rencontrer le pervers narcissique ou la perverse. Mhm. Ok. Et alors, ça m'amène sur cette question.
dans mon travail, je me pose souvent sur la personne avec qui je peux travailler, c'est vous qui êtes ici, et donc c'est travailler aussi sur vos mécanismes à vous. Et bien que je situe le responsable de la violence comme étant euh, la personne violente, mais que la victime pourrait peut-être à un moment ouvrir sur et qu'est-ce qui fait que j'ai pu tolérer une situation comme celle-là? Est-ce que ça te semble acceptable en termes éthiques de poser la question à une victime à un moment de la thérapie sur travaillons maintenant sur vous, ou bien est-ce que c'est quelque chose à justement ne pas faire pour ne pas aller appuyer juste sur ce syndrome de Stockholm? Ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, c'est important à un moment donné de le faire, mais il faut que la victime soit prête. Donc, ça dépend du niveau de conscience, du niveau de sécurisation. Donc, il y a des choses à faire avant. Ouais, Mais c'est important à un moment donné de le faire, oui. Parce que d'accord. ça va éviter ça va permettre, c'est un des moyens d'éviter la revictimisation. Donc la Oh, revictimisation, c'est que si on n'a pas travaillé sur les failles de l'enfance, bah, évidemment, l'inconscient va nous remettre dans des situations similaires pour pouvoir résoudre le conflit, sortir du figement. Et donc c'est indispensable de s'interroger sur ces failles et donc qu'est-ce qui fait que j'ai toléré. Mais ça vient plus tard. Pour moi, c'est d'abord important de créer une alliance thérapeutique, de sécuriser, de donner d'aider la personne à connecter ses ressources. Et ça, c'est tout un première phase qui est très importante. Parce que, en fait, si elle n'a pas de ressources, elle va être complètement submergée par ses angoisses, ses émotions, ou être totalement dissociée, donc elle ne saura pas non plus réfléchir, puisque dans les deux cas, le préfrontal est bloqué, donc la capacité d'analyse, de prise de recul est bloquée. Et donc, la sécurisation dans le processus thérapeutique est essentielle parce que si on ne sait pas réfléchir, bah, on ne peut pas trouver de solution. mhm. Et les personnes qui viennent te voir en tant que victime, est-ce qu'elles ont elles-mêmes identifié, voilà, j'étais avec un, ou je suis avec un pervers narcissique? Habituellement, c'est comme ça que ça se passe? Enfin, je veux dire, Non, plus fréquemment. en général, elle consulte pour d'autres raisons, euh, dépression, stress post-traumatique, anxiété chronique, douleur, maux psychosomatiques. Il y en a qui disent ça, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas conscientes qu'elles ont vécu ou ils ont vécu une relation d'emprise, hein. Et toi, dans le récit, à un moment, tu te poses cette hypothèse-là, alors, du coup? Oui, Et est-ce que tu la partages quand tu te la formules à toi? non. Hmm. Non, parce que j'attends que la personne soit en état de, de, de Mhm. réfléchir. De recevoir, quoi, Ah, d'entendre. Et donc, à aucun moment, donc, même si la personne est plus en état, ce ne sera toi qui formuleras cette hypothèse-là. non, Tu laisseras venir ouais. à travers des questions Oui, oui, oui. et l'ouverture des champs, quoi. Oui, c'est vraiment essentiel, ce fameux syndrome de Stockholm. Si on ne le comprend pas, on risque de perdre l'alliance. Donc ça, Ouais, c'est ouais, ouais. vraiment très important. D'accord. Alors, quand tu définis quelqu'un, ou en tout cas dans ton hypothèse de perversion narcissique, euh, d'abord, est-ce qu'il y en a beaucoup? Enfin, je dirais, est-ce qu'il y a des statistiques? Est-ce qu'on sait à peu près sur la C'est population générale quel est le c'est- pourcentage? ouais, c'est très intéressant comme question parce que ça pose la question justement de comment on fait les statistiques. Parce que, au fond, les recherches sur les profils pathologiques, etc., se font en psychiatrie, dans des contextes d'études scientifiques, mais en réalité, il y a très peu de pervers narcissiques qui consultent. Donc, on ne peut pas faire des statistiques sur la perversion narcissique, puisque il y a très peu de pervers narcissiques qui consultent. C'est les victimes en général qui consultent, hein. Donc, les Oui. statistiques, pour moi, sont faussées.
Donc, quand on dit c'est à 1 à 2%, c'est justement ne pas tenir compte de cette question-là qui est essentielle. C'est que le pervers narcissique, en général, il s'arrange pour ne pas consulter. Et c'est la victime qui consulte. Oui, d'autant que la plupart des études sont même pas faites sur des, comment dire, une prise en compte des expériences cliniques. C'est un appel à un certain type de public. Et donc, je caricature, hein. Je ne sais pas comment ça se déroule, mais si on devait appeler dans la population, bonjour, êtes-vous pervers narcissique? Et nous faisons une étude sur, euh, est-ce que vous pourriez contacter le service de recherche de l'université? Je pense pas que les gens vont. Mais non, hein, c'est juste évidemment ceux qui sont, bon, par exemple, il y a des pervers narcissiques qui sont traduits en justice, qui ont, bah, on parlait des escrocs tout à l'heure, bah oui, évidemment, eux, ils sont repérables. Mais il y a la plupart ne se font pas avoir, évidemment, hein, donc sont tellement manipulateurs qu'ils arrivent à passer entre les mailles du filet. Et donc, voilà, c'est beaucoup plus que 1 à 2% de la population. D'accord. Donc, selon toi, effectivement, il y a quand même Mm. pas mal de pervers narcissiques. Parce que c'est vrai que les gens peuvent à la fois nous dire, enfin, j'ai l'impression qu'on ne parle que de ça et qu'il y en a à tous les coins de rue, est-ce qu'on n'exagère pas? Et d'autres, peut-être dans l'autre direction, euh, nous dire, bah voilà, mon ex était pervers narcissique, et derrière, moi j'entends simplement la souffrance peut-être d'une personne qui a été quittée par une autre et qui, dans le lien de la rupture, n'a plus reçu suffisamment de satisfaction narcissique ou personnelle. Donc, il va aller caractériser l'autre comme étant un pervers narcissique. Voilà. C'est difficile en fait, hein, de. Ben, en fait, il y a des situations de violence. C'est pas parce qu'il y a de la violence qu'il y a un pervers narcissique. Donc, or, si on caricature aujourd'hui, dès qu'un conjoint est violent, on va dire que c'est un pervers narcissique. Ben non. Ou dès qu'un conjoint est manipulateur, c'est un pervers narcissique. Ben non. Hein, c'est pas si simple. Donc, il faut vraiment distinguer les différents profils de manipulateurs et de personnes qui sont dans de la violence. Il n'y en a pas qu'un type. Hein, donc, vous avez les profils borderline qui peuvent être très violents quand on les quitte ou quand on prend distance un peu d'une manière ou d'une autre. Il y a un passage à l'acte. Bah, c'est pas pour ça que c'est un pervers narcissique. C'est des gens qui se protègent d'un immense sentiment d'insécurité, d'une immense peur d'être seul, la peur de l'abandon. Hein, et donc, ça n'a rien à voir avec la perversion narcissique. Et pourtant, il y a de la violence. Et pourtant, il y a de la manipulation. Et donc, est-ce que ce sont du coup des propos que tu nuances chez les personnes victimes qui te disent que le conjoint ou l'ex est pervers narcissique? Si toi, tu considères que c'est pas forcément le cas, tu amènes ces Sûr, hein. éléments-là? Oui, oui, Ouais, oui. Quand la personne est prête à réfléchir à ces questions-là, eh bien, c'est très important de nuancer, justement, hein. c'est ça. En lui amenant la définition de ce qu'est réellement la perversion narcissique et éventuellement les distinctions, les différences entre la situation qu'elle vit et la véritable perversion narcissique, c'est ça? Ah, hein, oui, hein. Vraiment, la Mm. véritable perversion narcissique, si on doit la définir, on revient sur la définition, c'est une volonté de détruire de façon systématique et consciente l'identité de l'autre. C'est machiavélique. Et donc ça, c'est pas du tout le borderline, par exemple. Le borderline, il est dans l'impulsion, il est débordé émotionnellement par ses angoisses d'abandon et il va frapper ou il va faire quelque chose, casser un objet. Enfin, ce n'est pas du tout machiavélique. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, euh, et du coup, la question que me posent parfois les personnes là-dessus, c'est est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font? Est-ce qu'ils le font intentionnellement? Ben oui. Oui, par définition, oui, c'est ça ta Oui, hein. réponse? Le machiavélisme, c'est quoi? C'est une stratégie de guerre. Si on élabore une stratégie de guerre, c'est qu'on sait qu'on fait la guerre, hein. Sinon, on ne ferait pas une élaboration stratégique.
Et est-ce qu'il élabore aussi dans l'idée de détruire l'autre ou uniquement dans l'idée de dominer, d'être le plus puissant dans la relation? Les deux. Mhm. Les deux. Ces deux besoins-là sont conscients pour eux. Je vais faire du mal. Oui, tout Ouais. à fait. Ils ne sont pas Donc, conscients du pourquoi. hmm, Leurs blessures d'enfance, leurs souffrances, ils n'y ont pas accès parce qu'il y a le déni. Le déni les a aidés à survivre. Donc évidemment que là, il n'y a pas de conscience et de compréhension. Mais ils sont conscients qu'ils manipulent et qu'ils vont à détruire l'autre, oui. d'où l'incompréhension aussi. Et le besoin de comprendre parfois. Hein? Je ne sais pas si tu rencontres ça, moi je le rencontre. Des personnes qui te disent, mais comment, à quelle logique ça répond de vouloir détruire quelqu'un qu'on est censé aimer? Par exemple, son conjoint ou par exemple ses enfants. Euh, À quelle logique ça répond? C'est incompréhensible. Et parfois, c'est tellement incompréhensible que ça en est fascinant. Alors voilà, il y a deux éléments dans ma question. C'est est-ce qu'il faut que je continue à chercher à comprendre ou bien justement accepter que c'est incompréhensible? Et deuxièmement, qu'est-ce que je fais du coup de cette fascination de, de, de l'objet, quoi, de comprendre? Oui, bah, c'est d'interroger cette fascination. C'est en général la victime, elle est fascinée par quoi? Par cette surestime du pervers narcissique, cette toute-puissance. En fait, souvent, elle manque d'estime, la victime. Elle manque de puissance intérieure. Si elle est dans le figement, elle se sent impuissante. Et donc, en fait, elle admire quelque chose qu'elle aimerait aussi ressentir, cette puissance, cette bonne estime de soi qu'elle n'a pas. Et donc, c'est ça qui est intéressant à explorer et l'aider à développer ça. Mhm. D'accord. Et est-ce que ça reste de toute manière incompréhensible pour une personne constituée, on va dire, de manière mature, c'est-à-dire en ayant dépassé le complexe d'Oedipe, intégré l'empathie, la culpabilité, l- oui, et les normes et la morale sociale de je dois tenir compte de l'autre et de sa souffrance. Est-ce que du coup, quand je suis située de ce côté-là, par définition, je ne peux pas comprendre quelqu'un euh, qui n'a pas cette structuration-là? Ben, moi, je pense que si on a fait un travail suffisamment important sur soi et qu'on a connecté ces zones d'ombre, ben, on peut prendre conscience qu'on peut avoir, soit personnel, Ah chacun ouais. a eu dans sa vie des moments où on a voulu se venger, détruire. On ne l'a pas fait, mais c'est en soi. On a tous en soi cette dimension-là, hein. Comme un noyau, quoi, de quelque chose. Hmm. Ben, c'est vrai qu'il faut D'accord. faire un travail sur soi pour rencontrer ces ombres et pouvoir comprendre ces mécanismes destructeurs qui sont à l'œuvre, évidemment, de façon disproportionnée chez le pervers narcissique, mais qu'on on a tous en nous à un niveau minima, à minima. Mm. Hmm. Et euh, excuse-moi, je perds un petit peu le fil là parce que je t'écoutais tout en me demandant si j'avais posé les questions que j'avais envie de poser. Oui, tu me disais tout à l'heure qu'en fait, bon, on les voit pas en séance. Enfin, je veux dire, c'est pas, ils demandent pas de thérapie. Jamais, jamais, jamais. Ou bien est-ce qu'on peut les voir? Si, si, si. Si, si, j'en ai eu quelques-uns en thérapie depuis que je travaille. Et donc, bah, ils viennent dans des moments particuliers, hein. C'est souvent lorsque le conjoint menace de partir. Euh, il met un peu la pression, si tu ne vas pas en thérapie, je te quitte. Donc évidemment, ils viennent. Donc, mais évidemment, c'est très délicat parce que c'est très délicat de savoir dans quelle mesure il y a possibilité de créer une alliance thérapeutique ou est-ce qu'on est juste dans des mécanismes manipulatoires. Et il faut parfois du temps. Donc, au départ, ça peut être tout à fait manipulatoire, mais
que avec le temps, le travail qu'on peut essayer d'élaborer, ben, il y a quelque chose qui se crée au niveau de l'alliance thérapeutique. C'est vraiment ça qu'Alberto Higues met en évidence. Dans l'alliance, créer une alliance empathique, non jugeante. Alberto, tu Alberto peux Higues, épeler, Eiguer, Alberto. Et donc, il dit que G-U-E-R, comme ça je mettrai toutes les références oui, hein, c'est les pervers en narcissiques commentaire. dans les presses universitaires de France. D'accord, Donc, merci. il dit qu'il y a évidemment une approche bien spécifique à avoir par rapport à ce genre de profil, hein. C'est bien sûr de mettre un cadre clair et net pour ne pas laisser prise à la manipulation, mais être très empathique et bienveillant et renvoyer constamment la personne à tiens, et ça vous évoque quoi de votre enfance? Plutôt que d'être dans le jugement ou dans des discours philosophiques, ils adorent ça, évidemment, se lancer avec toi dans un discours rhétorique, philosophique, et ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas embrayer sur ça. Sinon, on est dans de la manipulation intellectuelle, quoi. Donc là, c'est vraiment de ramener systématiquement au vécu de l'enfance. Donc, voilà, ça, c'est des éléments clés qui me met en évidence, qui sont vraiment importants dans la relation avec un profil comme ça. Ouais. Avec un objectif thérapeutique qui serait lequel? Est-ce que, par exemple, un pervers narcissique peut apprendre l'empathie, par exemple? Ben oui, oui. Hmm, c'est Donc, possible. en fait, c'est ce qu'ils n'ont pas vécu dans leur enfance. Et donc, nous, en tant que thérapeutes, on est pour eux un modèle. Et si on manifeste cette empathie vis-à-vis d'eux, il peut se passer quelque chose au niveau de leur psychisme qu'ils vont intégrer petit à petit. Donc, c'est le principe de l'apprentissage par imitation. C'est ça. Ouais. Donc ça se rééduque, cette empathie. Même si on dit que c'est quelque chose de structurellement manquant, pervers narcissique, malgré tout, ça se rééduque ça peut se rééduquer. Oui, mais tu vois, c'est de partir de la notion de trauma, justement. C'est que chez eux, il y a des traumas d'enfance qui sont à l'origine de cette structuration. Et tant qu'on ne va pas identifier les traumas et travailler sur le corps, justement, puisque chez eux, le trauma est dans le corps, bah, ça va pas changer, évidemment. Donc, c'est important d'avoir des approches psychocorporelles avec eux aussi. Ouais. La prise de conscience est peut-être difficile vu leur structure, non? Ben, ça demande du temps, de la bienveillance, de la patience, du non-jugement. Voilà, c'est quelque chose qui prend des Ouais, années. ouais. Et est-ce qu'ils sont conscients d'être pervers narcissiques, du coup, ceux qui viennent consulter? Bon. Non, ne s'intéresse pas à ça. Je pense que c'est quelque chose qui ne les préoccupe pas, hein. Ça préoccupe les Mhm. victimes parce que elles ont entendu parler de ça et elles se disent qu'en mettant l'étiquette, ça va les aider à s'éloigner du pervers narcissique. Mais dans le cas du pervers narcissique, c'est pas comme ça. Est-ce qu'ils Eux, viennent demander alors, en général, en thérapie? bah, au départ, ils ne demandent rien, hein. Donc, c'est souvent le conjoint qui dit Ah va en ouais, c'est ça. thérapie. C'est tout le travail avec les personnes narcissiques, c'est d'arriver à Ouais. élaborer une demande. Oui, et donc du coup, quand tu arrives à élaborer cette demande, qu'est-ce qu'elle peut devenir, cette demande? Ben, elle peut amener à une connexion à la souffrance. C'est ça le problème avec la perversion narcissique, c'est qu'ils veulent pas souffrir. Il y a un déni de la souffrance, un déni des émotions pour maintenir le pouvoir sur l'autre, la toute-puissance. Et donc, voilà, c'est ça qu'il est important de travailler pour les amener à pouvoir sortir du déni et reconnecter la souffrance en prenant conscience des conséquences que ça a, ce déni, hein, puisque souvent, ils se retrouvent seuls, hein. Oui. Et alors, donc ils peuvent passer, tu en as en tout cas des expériences comme celle-là, de passer de la demande de mandat, je viens pour que l'autre ne me quitte pas, à finalement je viens pour m'occuper de ma souffrance, c'est Voilà, ça? c'est ça, c'est ça.
Ok, c'est génial. Et parce que je pense aussi en avoir reçu quelques-uns au cours de ma carrière, avec au départ, pas vraiment je viens pour l'autre, mais je viens pour prouver à l'autre qui vient de me quitter qu'en fait, je suis une personne normale et que c'est elle qui est problématique, par exemple. Oui, c'est la même chose. C'est une autre façon de le dire, mais c'est aussi manipulateur. Ouais. Hein, ouais. Et alors, ils demandent des attestations et bon, personnellement, n'étant pas une spécialiste, dans beaucoup de cas, ça n'a pas débouché sur une véritable demande, Mhm. tu vois. Du coup, est-ce que tu penses qu'il faut envoyer vers des spécialistes? Oui, Ok. je pense que si on ne connaît pas vraiment l'approche appropriée pour cette problématique, très difficile d'y faire face. Hein. Mais autant, je pense savoir les approches pour les victimes, mais effectivement, peut-être pour les personnes perverses elles-mêmes, je me sens pas équipée. Et du coup, effectivement, envoyer chez des spécialistes plutôt pour ça, Mhm. alors. Je C'est pense, ça? oui. Hein. Ok. Ouais. Ok. Alors, je vais faire le tour encore des choses que j'avais. Enfin, je sais pas si toi, tu as des choses que tu souhaites vraiment dire ici, et sinon, je regarde mes Vas-y, questions. vas-y. Ouais. Je t'écoute, regarde tes On questions. Hein. continue sur mes questions? Ok. Oui, oui. Est-ce que ça se guérit? Perversion narcissique? Comme on vient de dire, on peut vraiment diminuer énormément les défenses, reconnecter la personne à sa souffrance, à ses traumas, traverser ses traumas. Mais la première étape, comme avec les victimes, c'est de créer une alliance thérapeutique de la sécurité, grâce à l'empathie. C'est vraiment une évolution par phase aussi. Hein. Ok. Euh, Et pour je les pense que enfants, pardon. pardon, excuse-moi. C'est une question importante parce que Alberto, hier, il la pose dans son livre et je trouve que c'est très pertinent. Il dit dire on ne peut pas les guérir, on ne peut rien faire pour eux. Voilà. Ben alors, ça pose la question, et tous ces mécanismes pervers narcissiques de notre société, qu'est-ce qu'on en fait alors? Si on veut espérer qu'il y ait une évolution au niveau de la société, on, éthiquement, c'est important de s'interroger sur comment aider ces profils à guérir. C'est essentiel. Oui, mais du coup, donc, l'idée que certaines personnes se sont spécialisées là-dedans et donc, euh, comment dire, vont pouvoir aider sans elles-mêmes se faire C'est ça, manipuler, oui. abîmer, sans elles-mêmes se faire manipuler et blesser. Parce qu'en tant que thérapeute, on peut aussi Oui, vivre des conséquences fâcheuse d'une relation thérapeutique avec un pervers narcissique. c'est sûr. Personnellement, je pense que ça m'est arrivé une fois, à travers une sorte de harcèlement que j'ai pu vivre en post-thérapie, parce que j'ai arrêté la relation thérapeutique à cause de comportements qui me convenaient pas, enfin qui dépassaient le cadre. Hein. Et du coup, effectivement, toute la difficulté est là, c'est est-ce que je peux aider, mais sans me faire moi Oui. bouffer ou Mhm. comment dire, tout en restant protégé. Et donc là, pour moi, c'est d'autant plus important de plutôt renvoyer vers des personnes alors qui se sont spécialisées ou de se spécialiser soi-même, quoi. Oui, oui, c'est ça. Hein. Ben oui, Urni et Stoll, qui sont deux psychiatres qui ont travaillé en sexologie, et on voit beaucoup de pervers narcissiques en sexologie, des couples, et ils Ah oui. racontent des entretiens cliniques avec des couples pervers narcissiques. C'est très intéressant, c'est La haine de l'amour de Urni et Stoll. Et donc, ils expliquent à quel point ben, ça les impactait parce qu'ils étaient pris comme ça, comme ils disent, c'était un jeu de ping-pong où on se renvoie des flèches dans le couple devant les thérapeutes qui n'avaient pas la possibilité de prendre la parole. En fait, ils étaient tellement dans une guerre entre eux, ils prenaient les Urni et Stoll à témoin, qu'ils avaient du mal à en placer une. Donc, c'était vraiment très, très difficile pour eux
de faire face à ça. Ils expliquent en effet que ça a eu un impact sur eux, ces accompagnements. Ici, tu nous parles donc d'un accompagnement en couple et en sexologie. Et Oui. donc, quelle personne tu as cité comme auteur là-dessus? Alors, c'est deux psychiatres, c'est Maurice Urni, Hurni, et Giovanna Stoll. Donc, Van? Giovanna, Ah Giovana, oui, Stoll, Giovanna, oui, voilà, Stoll, Stol, merci. Donc, ils accompagnaient comme couple thérapeutique des couples avec des difficultés en sexologie. Et ça, c'est vraiment une question très importante aussi, justement, dans la problématique perverse, c'est l'abus dans l'enfance, hein. Donc, il y a toujours des abus dans l'enfance et ça se rejoue dans le couple à travers la sexualité, hein. Donc, il y a vraiment des symptômes sexuels qui sont la conséquence des abus de l'enfance, quoi. Et c'est ce qu'ils ont découvert dans leur entretien en sexologie avec ce genre de couple, hein, c'est l'importance de la répétition des traumas d'abus. Ok. Et justement, pourquoi ça se joue principalement dans le couple, alors que par exemple, dans d'autres sphères de la vie, professionnelle par exemple, ou relationnelle avec les amis ou les enfants, la personne victime n'a pas cette position dans laquelle elle est sous emprise et victime de domination. Bah, on a des relations d'emprise dans la vie professionnelle aussi, hein. Oui, oui, mais je veux dire, il y a des personnes qui sont victimes dans leur couple et qui, Oui. par ailleurs, dans leur sphère professionnelle, dans leur sphère amicale, etc., arrivent parfaitement à se faire respecter. Ah oui, oui. Ben, alors là, c'est que justement, elle rejoue quelque chose de la relation parent-enfant qui est spécifique dans le couple, qui n'apparaît pas de la même manière au niveau professionnel. Donc, la zone du couple est celle dans laquelle on va le plus rejouer, c'est ça? Voilà, c'est ça, hein, c'est l'affectif, hein, c'est la Ouais. sexualité, l'amour, l'affectif. Voilà, c'est là qu'on rejoue les traumas le plus souvent de l'enfance, hein. Merci. Est-ce que tu as encore quelques minutes? Oui, oui, vas-y. Merci. Oui, parce que je me posais la question par rapport aux enfants de pervers narcissiques, donc avec des personnes qui ont pu quitter une personne, en tout cas problématique, peut-être perverse narcissique. Je m'autorise pas toujours, en tout cas, à enfin, faire ce type de diagnostic à travers des témoignages, mais en tout cas, il y a une toxicité qui est claire et avérée. Il y a une peur parfois chez ces personnes-là que leurs enfants ne comment dire, nous produisent en fait les mêmes mécanismes. Est-ce qu'il y a une transmission génétique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est étudié à ce niveau-là? Mais tu nous as dit qu'on avait peu étudié les pervers narcissiques. Enfin voilà, qu'est-ce que tu aurais à dire à ce sujet-là? Ah ben oui, oui, il y a une transmission transgénérationnelle du trauma, ça c'est sûr, hein. Donc au niveau de la Mhm. génétique, ça a été étudié. Il y a un marqueur génétique du trauma, par exemple en cas de viol. La grand-mère, par exemple, qui a été violée, transmet génétiquement le trauma du viol à sa fille. Sa fille le transmet ou pas à sa petite fille selon qu'elle a fait une psychothérapie ou pas. Donc le marqueur peut s'effacer, et ça c'est la bonne nouvelle. Le marqueur s'efface s'il y a un travail thérapeutique. Donc ça c'est génial. Ouais, C'est ouais, c'est super. que souvent on dit ah c'est génétique, on ne sait rien faire. Ben, c'est pas vrai. Justement, la génétique a montré que même s'il y a un marqueur génétique, on peut supprimer le marqueur génétique. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est ça aussi tout l'espoir de la psychothérapie, hein. Ben oui, Ouais, et le travail sur les traumas. ouais, Ouais. génial. Et donc ma question, elle porte aussi sur le pervers narcissique. Est-ce que la perversion narcissique est comme d'autres troubles, TDAH ou autres, par exemple, transmissible génétiquement? Non, ce qui est transmissible, c'est le trauma. Et les mécanismes de défense au niveau du système nerveux, parce que ils sont déjà là dans la vie intra-utérine, hein. On sait aujourd'hui que Ouais, le niveau de stress, par exemple, est transmis au bébé par les hormones, hein. Donc voilà, tout ça. Donc par exemple, les mécanismes de survie du système nerveux, le combat, la fuite, le figement. Si le parent a
été enfant de pervers narcissique, il est dans des mécanismes de survie. Et donc, il va transmettre ça euh, par son non-verbal, par son système nerveux. Et c'est pas au niveau du mental que ça se passe, c'est au niveau du système nerveux. L'enfant, son enfant va le ressentir. Je prends un exemple tout simple. Un enfant de pervers narcissique qui a été dans le figement. Prenons le figement. Ben, il y a des situations alors plus tard, à l'âge adulte, qui vont être des déclencheurs du trauma, donc vont lui faire remémorer par flashback des situations traumatiques avec le parent pervers narcissique. Dans ces moments, il y a une dissociation, flashback, mais son enfant, il va voir que son système nerveux est dans cet état de figement, de flashback, que la personne n'est plus là. Tout à coup, elle parle plus, elle est prostrée. Ben, son enfant, il va le ressentir par le système nerveux. C'est comme ça que ça se transmet, par le système nerveux. Ok, d'accord. Après, donc ça, c'est la transmission génétique. Et puis moi, je m'intéresse aussi à la transmission systémique. Est-ce que si en tant qu'enfant, dans les interactions familiales, j'ai appris que la manipulation et le mensonge sont des éléments qui peuvent me sortir de situations difficiles, je risque pas de reproduire du coup ça dans Oui, oui, là, c'est mes relations. un autre niveau, c'est l'apprentissage par imitation et les bénéfices secondaires qu'on peut avoir aussi de tout ça. Finalement, c'est des mécanismes de protection, quoi, hein. Donc, oui, tout ça joue Mais du aussi. coup, comment aider, par exemple, une maman victime qui a quitté à gérer la peur que ses enfants reproduisent le mécanisme pervers, enfin, ou en tout cas manipulateur. Ben, en fait, justement, c'est de travailler sur les mécanismes de survie. Elle a peur que son enfant reproduise, c'est la peur de quoi? Est-ce que ça veut dire que je serai une mauvaise mère? Si mon enfant reproduit, je vais me taxer de mauvaise mère? Vous voyez, il faut identifier quelle est la peur et aller chercher les ressources pour apaiser la peur. Ça, c'est le travail sur le trauma. Mhm. Ok. Et puis, j'ai tendance à me dire que si elle a une posture juste, l'enfant sera peut-être en, comment dire, en imitation et de la posture de la Voilà, c'est personne ça. toxique et Exactement. de l'autre. C'est pour ça que je dis souvent, alors justement à ces personnes, ben, en travaillant sur vos peurs, en apaisant vos peurs, développant des ressources, vous allez être un modèle de sécurité qui va faire en sorte que vos enfants ben, ne seront pas dans la répétition. Mhm. Ok, ok, génial, merci. Euh, il y a aussi la question pour ces personnes que j'accompagne, ça va être de est-ce que il est juste de laisser mes enfants continuer à aller chez leur père une semaine sur deux, par exemple, ou est-ce que je suis censée les protéger parce que je sais à quel point il est toxique? C'est une question très difficile à répondre. Ben, la protection, c'est pas d'empêcher l'enfant de voir l'autre parent. Ça, au contraire, c'est justement comme ça que l'enfant va idéaliser l'autre parent et vouloir après, à l'adolescence, absolument aller vivre chez c'est celui qu'on voulait pas que l'enfant voit, quoi, hein. Donc ça, je pense que c'est plus intéressant de travailler sur la relation, créer une relation sécure, devenir un parent sécure, en sécurité, pour être sécurisant pour son enfant, de manière à ce que il puisse se protéger de l'impact du parent pervers narcissique. C'est ça. Oui, et c'est guidé parfois par de la protection, besoin de protéger des enfants qui décrivent des situations vécues chez le parent pervers narcissique qui sont pour l'autre parent inacceptables, en fait, Ben, c'est sûr, violentes. oui, ben oui, c'est inacceptable, mais c'est comme ça. Je veux dire, on va faire avec, on va On va aider faire avec. l'enfant, voilà, à se sécuriser, à pouvoir exprimer ce qu'il ressent, conscientiser ses émotions, exprimer ses émotions, pouvoir en parler à des personnes bienveillantes autour de soi, de manière à ne pas que le trauma devienne un traumatisme. Donc le trauma, c'est l'impact de la violence, mais si l'impact est désamorcé, Peter Levine racontait par exemple
situation où il avait vécu un accident de voiture. Et donc, il a été renversé. Il était à pied, il était piéton. Il a été renversé par la voiture. Il était comme mort au bord du trottoir. Et donc, je pensais qu'il était mort, hein. Et puis alors, il y a une dame qui s'est approchée de lui, qui lui a mis sa main sur sa main, qui lui a dit, Monsieur, je suis là, je suis avec vous. Et donc, il n'est pas entré dans le traumatisme grâce à cette dame. Il a vécu le trauma, mais il n'a pas été traumatisé par son accident de voiture parce qu'il y avait une personne bienveillante qui l'a sécurisé juste après le trauma. Le traumatisme, c'est quand on s'enferme dans le figement. Et donc, en fait, ce qui est important pour les victimes de péril narcissique, c'est d'aider les enfants à ne pas s'enfermer dans le trauma, ne pas s'enfermer dans le figement. C'est ce qu'on disait au tout début de l'entretien, sortir du figement par la fuite ou le combat, hein. Donc, voilà, ça, c'est vraiment tout cet enjeu-là qui est vraiment important, c'est de ne pas rester dans le figement, l'impuissance, le silence. Chez les victimes, c'est vraiment souvent ça le problème, c'est le silence, hein. Donc, ces enfants-là, souvent, ne parlent pas parce qu'ils ont peur. Et donc, c'est de les sécuriser pour les aider à mettre des mots, à conscientiser leurs émotions, leurs besoins, et ainsi se libérer du trauma. Ça me touche beaucoup. J'entends là-dedans ce que moi j'appelle en fait la résilience. C'est ça. Enfin, pas moi, hein, mais tout le monde appelle ça la résilience. Et Oui, puis que l'autre parent alors soit, comment on appelle ça déjà, acteur de résilience, enfin, je sais plus, mais ça, oui, facteur oui, de résilience. Ouais, exactement, pour oui, l'enfant. tout à fait. Mhm. Ouais, génial. Mm. Mhm. Super. Je vais Euh, maintenant parce que j'ai une autre réunion oui, Zoom, bien sûr, on mais va merci s'arrêter beaucoup là. de Je te m'avoir. remercie déjà beaucoup. Il y a Bien sûr, on ne peut pas faire le tour de toutes les informations. Maintenant, tu as écrit pas mal de bouquins là-dessus. Si, s'il y en a un qui devait correspondre à ce qu'on a échangé aujourd'hui, un de tes bouquins à toi, tu nous Les conseillerais victimes, lequel? les victimes de pervers narcissiques, guérir le Oui, traumatisme, aux oui, éditions Ellipse, dans la collection Récits et témoignages. d'accord. Et tu continues également à recevoir en consultation? Oui, oui. Des personnes peuvent venir vers toi. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, Je Pierre te souhaite une Karima. Au belle revoir. journée. Au revoir.